Bon, eh bien, les premiers mots seront que je suis très heureux de me trouver parmi vous ce soir. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole et de vous voir aussi nombreux et pleins d'élan. Je pense surtout aux jeunes qui nous ont rejoints, nous les anciens, n'est-ce pas? Et j'espère en tout cas que vous saurez mener cette association qui a son envergure internationale le plus avant possible. Par le recrutement, par les amitiés, amener le plus de monde autour de vous. Vous savez que cette association est une association internationale où l'on a la chance d'avoir des avions à nous que l'on peut toucher et que l'on peut voler. Et les autres associations, aussi importantes qu'elles soient, n'ont pas d'avion. Je pense à l'Aéroclub de France, association prestigieuse, bien sûr, s'il en est, et les autres associations qui suivent, puisque j'en fais partie au moins d'une douzaine, nous n'avons pas d'avion. Et ici, nous en avons. Donc, c'est notre patrimoine, il faut le défendre, il faut le conserver et l'agrandir. Il ne tient qu'à vous d'apporter chacun votre petit caillou, n'est-ce pas, pour que gros petits cailloux deviennent grosses pierres. Ceci dit, vous apportez, vous, les jeunes encore, j'y reviens, votre jeunesse, votre allant, vos connaissances techniques actuelles. Les gens de la vieille école ne vous suivent pas parce que les techniques étaient tout à fait différentes. Alors c'est à vous de faire le maximum pour l'avenir. Je n'ai aucun doute là-dessus, sachez-le bien, car j'ai confiance en vous, rien qu'à voir vos têtes. Ceci dit, en vous remerciant, vous avez tous ici reçu un bon accueil. Mais moi, je vous remercie de ce que vous apportez à l'association, car c'est très précieux. Je vais faire maintenant un petit retour en arrière. On se demande pourquoi on arrive à être pilote. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Où j'habitais, c'était un immeuble, j'avais une cour et j'entendais le ronflement d'un avion. À l'époque, on avait le temps de les regarder, car ils passaient assez lentement. Et ce jour-là, j'ai eu affaire à un avion d'une drôle de coupe, à savoir une espèce de cage, une traverse, une queue, une vitesse, je ne sais pas. Je l'ai appris beaucoup plus tard, et cet avion, je l'ai suivi des yeux de ma cour jusqu'à perte de vue. Que s'est-il passé? Eh bien, à ce moment-là, il y a eu un éclair. Je ne saurais vous le décrire. Toujours est-il que dans ma tête, il y avait un jour, je serai là-haut. Tout simplement. Je l'avais pensé si fort que cela m'a toujours suivi. Vous voyez, ça paraît bizarre, et pourtant, c'est la stricte vérité. Si je devais écrire mes mémoires, je l'écrirais tel que je viens de vous le dire. L'époque d'avant-guerre était riche, si vous voulez, en industrie, puisqu'après la guerre de 14-18, il fallait reconstruire, comme on l'a vu en 1945, et les événements se précipitaient sur la technique, que ce soit le rail, la route et l'air également. Donc, c'était l'époque des éplats.
Ah, ça c'est beau. Vous avez vu tous des éplats sur le papier. Ce n'est rien. Il faut les voir en vrai. C'était quelque chose de merveilleux. J'avais un père qui était mécanicien de route au PLM, le Paris-Lyon Méditerranée, on a tout nationalisé par la suite. Il était rentré dans mon jeu et en 2 fois, et la nuit, m'avait répayé pour aller voir le passage d'un Zeppelin. Inimaginable. Un cigare de toute beauté, tout en longueur parce qu'il volait assez bas, illuminé par les projecteurs extérieurs, de l'argent. Magnifique. 2 autres fois, j'étais au lycée et j'avais une oreille qui marchait bien. Si aujourd'hui elle ne marche plus, peut-être les ai-je usées. J'entendais de nouveau le ronflement très caractéristique de ces moteurs. J'ai dit ça, c'est un Zeppelin. J'ai quitté mon siège, je me suis précipité vers la fenêtre. C'était encore un Zeppelin, en plein jour, et de toute beauté. Et l'affaire encore, j'en ai vu 4 en tout, puisque c'est arrivé encore une autre fois. C'est quelque chose de merveilleux. Entre parenthèses, il existe le musée des Zeppelins, en Allemagne, donc, au lac de Constance. Au cas où vous passeriez par là, on peut toujours faire un petit détour. Ceci dit, mon idée a fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je grandissais, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Vers 14 ans, je me suis inscrit à l'aéroclub pour faire des modèles réduits. Je ne pouvais pas apprendre à piloter, il fallait attendre 17 ans. Donc j'ai commencé par des modèles réduits, je faisais des dessins sur le papier de ce que je voyais et de ce que je trouvais dans les livres également. On n'entendait pas parler d'aérospatial comme aujourd'hui, les grands constructeurs, c'étaient tous des petits constructeurs qui construisaient leurs avions eux-mêmes. Vous aviez Caudron, vous aviez Henriot, vous aviez Gourdou-Le Sueur, vous avez Nomrod, vous aviez tout ça, hein, Farman, vous aviez des petits Farman tout petits dans les aéroclubs par après. C'était quelque chose de fantastique. Il y en avait beaucoup trop, bien sûr, d'où le regroupement des sociétés par affaires. Donc, ceci dit, mes modèles réduits, que je faisais du mieux possible, bien sûr, et le soir après l'école encore, en plus, je fabriquais des avions en bois, des hélices, je taillais des hélices qui tournaient au vent, bien sûr, en taillant le pas, et ça m'amusait vraiment. Jusqu'au jour où j'ai eu mes 17 ans, et j'ai commencé à voler. Donc, à l'époque, nous avions des lucioles, des caudrons, j'ai commencé à voler là-dessus, j'ai fait 5 heures, j'ai fait 6 heures, j'ai fait 7 heures, et à 7h30, j'ai été lâché. C'était bien, j'étais content. C'est un choc de satisfaction qui se produit, si vous voulez, mais en même temps de crainte. Le moniteur descend et il vous laisse tout seul dans l'appareil. Allez, hop, une tape sur le moteur, en route. J'ai fait mon atterrissage, un seul, je suis revenu et il m'a dit, allez, tu repars, tu fais 2 atterrissages et tu reviens. Et voilà comment s'est passé mon lâcher. J'aime autant vous dire, j'avais une satisfaction personnelle assez poussée. J'étais vraiment content. Voilà donc. Alors ça, vous voyez, ça vous donne un choc, mais de satisfaction, vous êtes content, vous sentez que vous allez y arriver. Parce qu'il y avait toujours cette pensée, un jour je serai là-haut, qui m'a toujours suivi. Je l'ai encore avec moi, comme si je l'entendais. Vous voyez, c'est quelque chose de fantastique. Donc, voilà comment ça se passait. C'était donc au mois de juillet 1939, et pour parfaire, si vous voulez, parce que j'avais assez peu de temps libre, bien sûr, pour arriver à avoir mon brevet, je me levais à 4 heures du matin, j'enfourchais ma bicyclette, je montais à l'aérodrome,
Le moniteur, je savais qu'il était là, le mécanicien aussi. D'abord, j'étais inscrit pour le vol. J'étais sûr de faire un quart d'heure de vol et après repartir. On faisait un quart d'heure. Quand on faisait 20 minutes, c'était vraiment beaucoup. Mais par quart d'heure. Alors, voyez-vous, ma bicyclette, 15 km, et allez, 15 km pour revenir, et en avant. Bien, on est jeune, on peut le faire, et quand ça plaît, c'est encore plus facile. Enfin, ceci dit, la guerre arrive, et je me suis engagé. J'avais donc mon brevet de pilote civil premier degré, j'avais passé l'examen d'entrée reçu, donc c'était parfait, et me voilà parti en école de pilotage militaire. Alors là, je retrouve les lucioles en vol qui, du civil, étaient réquisitionnées donc pour les militaires, pour les écoles, et je me suis trouvé au bout d'une dizaine d'heures de plus, c'était aux environs de 16-17 heures si vous voulez, avec le certificat préparatoire aux fonctions de pilote militaire, signé par le général Poli Marchetti. Je lui tire mon salut, puisqu'il a signé mon brevet. Bon, la débâcle. Qu'est-ce qu'on fait pendant la débâcle? Eh bien, on suit le mouvement. Les écoles se sont repliées et je me suis retrouvé à Marsac-sur-Tarn, au milieu d'un champ bourré d'avions, Potel 63, Breguet 174, il y avait un peu de tout, des chasseurs, Morad 406, 520, il y avait de tout. Pourquoi ces avions étaient-ils là plutôt que d'être au front? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'armement, il n'y avait pas de radio, il manquait absolument de tout. Les avions sortaient, mais avec rien. Donc, si on n'a rien, on ne peut pas se défendre. Et encore moins attaquer. C'était désastreux et c'était véritablement un vrai cafard. Faut le dire. C'était malheureux de voir ça. Bon, se passe un mois, 2 mois, l'avance des Allemands, bon, l'arrêt des hostilités, si vous voulez, et de Marsac, nous revenons à Montluçon. Montluçon, pourquoi? Parce que c'était un centre de démobilisation pour les engagés, donc il y avait tout ce qu'il fallait, ou pour vos fiches dehors, ou alors pour aller dans les camps de jeunesse. Les camps de jeunesse, qu'était-ce? Eh bien, c'était des gens qui voulaient en finir, si vous voulez, et acceptaient d'aller ramasser, de faire du charbon de bois, camp de jeunesse, vous voyez, c'est très étendu, et ils étaient donc dans la nature, vivaient dans la nature comme ça. Donc beaucoup de militaires sont partis dans les camps de jeunesse, et il y en a d'autres qui n'ont pas voulu y aller, qui comme moi sont restés en zone occupée pour un temps, de façon à bien établir ce qu'il fallait faire pour pouvoir passer de l'autre côté, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je suis parti en zone libre, avec les connaissances que j'avais et les facilités que j'avais à l'époque, de par mon père, qui est mécanicien de route, est intervenu dans un sens pour l'aller. Avec un copain, nous avons traversé l'Allier à la nage et on s'est retrouvé après de l'autre côté. Bon, j'étais tranquille, j'avais des vêtements qui m'attendaient parce que le collègue en question avait un laissez-passer, il allait travailler donc en zone occupée et il avait un laissez-passer. Il avait pu prévenir mes parents et il avait déposé, si vous voulez, de quoi nous habiller sur la rive en face, bien située, je connaissais assez bien le coin. Et voilà, donc j'arrive chez mes parents. Parole de mon père, j'espère que tu ne vas pas rester ici. Pourquoi il me dit ça? Ancien combattant de 14-18. Les Boches, comme on les appelait, ne les aimait pas. Les deux frères de ma mère avaient été tués en 14-18, donc vous voyez l'ambiance. Je lui dis non, t'en fais pas. Je ne vais pas rester, je veux seulement essayer de partir en Angleterre. Ah bon, ça lui a fait plaisir, j'ai senti tout de suite. Alors, comment tu vas repartir? Je lui dis, je ne sais pas. Eh bien, il dit, je m'en débrouille et on va te passer. Eh bien, je suis passé dans le coffre d'un tender d'une locomotive, enfermé dedans, aller chercher un train de voyageurs à la gare, et à la parve des Allemands, je les voyais dans la fente, l'arme à l'épaule, qui défilaient devant la loco. Mon âge, voyons voir, c'était au mois d'août 40. Mois d'août 40, ça faisait donc... Eh bien, j'avais 19 ans.
Hein, t'étais pas beaucoup. On ne craint rien à cet âge-là. On ne craint rien. Le train est parti, la ligne de démarcation a été passée et je me suis retrouvé donc en zone libre. Zone libre, j'avais une tante à Clermont, je vais la voir, elle me loge pendant 2-3 jours. J'avais ma bicyclette avec moi parce qu'elle était cachée sous le charbon dans le tender. Ils ont travaillé depuis 4 heures du matin pour aller chercher un train à 7h30. Alors, retourner le charbon pour faire une bâche, voyez-vous, pour faire le dégagement, une bâche, mon vélo, une autre bâche par-dessus et recharbon. Voyez un peu la solidarité de l'époque, comment ça se passait. Hein. J'espère ne rien oublier. Donc, nous voilà partis chez ma tante, et un beau matin, je lui dis, bon, bien, je m'en vais à Toulouse. Pourquoi? Pourquoi j'avais choisi Toulouse? J'aurais pu choisir Bordeaux, c'était beaucoup plus facile, mais ça ne m'est pas venu à l'idée. Pour la bonne raison que je partais. On n'avait rien, rien du tout, pas beaucoup d'argent. Bon, on ne peut pas vivre longtemps quand on en a si peu. J'étais sûr d'avoir du travail, parce qu'à l'époque, vous aviez les usines Latécoère, donc qui construisaient les hydravions. Pierre Latécoère, qui a construit tous les avions sur lesquels on volait Mermoz et tous les grands pilotes de l'époque. Saint-Exupéry, tous les autres, voilà. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois. J'ai essayé de passer par l'Espagne. J'avais de très mauvaises nouvelles parce que les Espagnols nous mettaient en prison. Donc, alors là, c'était fini, c'était cassé. Hein. Vous savez que les Espagnols, au début de la guerre, ils ravitaillaient les sous-marins allemands et ils étaient pour les Allemands. Faut pas se le cacher. Politique, hein, on va pas en faire. Moi, je n'en fais pas. Alors, c'est pourquoi je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Alors, ceci dit, j'avais donc obtenu un rendez-vous avec un gars qui m'avait dit pour l'Espagne, ça marche. En partant à Toulouse, il y a les Pyrénées qui sont pas loin, et j'avais emmené avec moi mes chaussures de ski. Alors, il me dit, alors, je vous fais passer? Ben, je lui dis, quand? Ben, il dit, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Ben, je lui dis, j'ai pas d'argent. Bon, quoi d'autre? Ben, je lui dis, j'ai une belle de chaussures de ski, toute neuve. Je les ai peut-être mis 2 fois. Ah, eh ben, il dit, vous me les portez? Hein, vous me les portez dimanche matin. Et ça se passait, ça, à l'église de Saint-Cernin, pour ceux qui connaissent Toulouse. Bon, alors, je reviens, je lui donne mes godasses, et le gars, je ne l'ai jamais entendu. Donc, première réception. Chez la TCOR, je m'étais fait un ami. C'est tout un roman, hein, ça vous étonne peut-être. Hein. Non. Et ce gars-là, comme on travaillait l'un à côté de l'autre, à l'étau, je précise, j'ai barbé des petites cornières, vous savez. Et barbé, il y en a qui savent ce que c'est, des petites cornières, n'est-ce pas? Et puis il me dit, écoute, tiens, dimanche, je t'emmène manger chez mes parents. Bon, nous, on a parti en vélo, il habitait dans la banlieue, à Patelin, assez loin, dont je ne me rappelle plus du nom. Et puis au retour, on passe devant une gendarmerie. Je lui dis, attends, je vais voir le gendarme. Donc, on descend de vélo, je vais voir les gendarmes, je leur dis, messieurs, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je suis un ancien élève pilote et je voudrais bien repartir comme élève pilote, si possible. Ouais, malheureux, dites pas ça ici. Bon, bien reçu, mais le temps commençait à monter, mais ça n'a pas duré. Ils m'ont dit, écoutez, vous voulez aller dans l'aviation? Ben, je dis oui, puisque j'en sors. Alors, vous allez aller à Francazal et on demande du personnel pour l'Afrique du Nord. Ah, ben là, j'ai repris mon sourire et je leur ai dit merci. Et le week-end d'après, j'étais donc à Francazal à la base et on me dit, quel est votre grade? Ben, je lui dis caporal. J'étais caporal pilote en même temps que mon certificat préparatoire aux fonctions de pilote militaire. Ah, eh bien, vous engagez, mais vous perdez votre grade. Oh, mes beaux galons, que ma mère était venue de Moulins alors que nous étions à l'école au Puy-en-Velay. Me coudre ces fameux galons. Et on avait passé 3 jours ensemble. Hein, elle était dans un petit restaurant en pension, là, où elle était très bien, du reste, et où je dînais avec elle le soir. Donc voilà donc, si vous voulez, pour la petite anecdote. Et je suis reparti comme 2e classe.
Ça m'a fait mal de perdre ces galons parce qu'ils avaient une certaine valeur sentimentale. Enfin, tant pis, il faut se rendre à l'évidence sinon on n'avance pas. Et alors, je pars donc et je suis affecté à Marrakech au Maroc. Affecté à la première escadrille sur les O-45 comme aide mécanicien. Ça commence bien. J'avais mon taux d'essence, j'avais des chiffons pour nettoyer l'huile qui bavait, n'est-ce pas, un peu partout, et ça me permettait de faire des petits vols de temps en temps. Le 8 novembre 1942 arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde aux abois, les Américains débarquent, P-17, Maraudeur, Libérateur, P-40, Lightning, P-38, il y avait déjà tout ça qui arrivait, Dakota, bourré de matériel, les chips, tout ça débarque. En voyant tous ces avions, aussi bizarres que cela paraisse, oh, le Maraudeur. Ah, celui-là, j'aimerais bien le piloter. C'est vrai, très bel avion, bien raffiné, belle présentation, impeccable. Bon, ça se passe. Au bout d'un mois ou deux, alors on était américain, ça y est, l'anglais revenait petit à petit, et ça y est, c'était reparti, le contact avec des gars extrêmement sympathiques. Bon, 2 mois se passent, et on rassemble les anciens élèves pilotes à Casablanca. Me voilà donc parti à Casablanca, et puis deux mois après, c'était le départ pour les États-Unis. Alors, je suis parti sur un navire hôpital, tout seul, évidemment, tout fait éteint. Seulement sur la mer, c'était un coup comme ça, que des évasives. Ah oui, on n'avait aucune escorte, rien du tout. Et alors donc, c'était pour tromper d'abord l'ennemi, hein, et d'autre part, on était descendu, je me souviens, assez au sud à l'époque, là, assez au sud. Parce qu'il suffisait de regarder la lune ou les étoiles, on les voyait changer de place. Tantôt il y en avait une là, et la même on la retrouvait de l'autre côté. Alors ça expliquait bien des choses. Alors on arrive au débarquement, au port de débarquement, Newport News, en Virginie, et on a été dirigé sur l'Alabama, donc en école élémentaire, en Basic, toujours en Alabama, et école de bimoteur après en Virginie, donc, et le brevet de pilote s'obtenait justement à la troisième école, c'est-à-dire en Virginie. Il y avait la qualification multimoteur et la qualification chasseur. Vous voyez, voilà comment c'était. Et de là, après, il fallait avoir la qualification, disons, avion de combat. Donc, on allait en stage. Moi, j'ai fait mon stage voilà, pas au Texas, hein. Ouais, c'est l'Arkansas, non? Alors, excusez-moi, là, ça m'échappe et ça reviendra. Et donc, que des maraudeurs. Et à l'école, on a commencé tout de suite. Je me souviens, quand je suis arrivé là-bas, il y avait 30 cm de neige. C'était joli. On dirait pas, mais dans ces pays-là, il y a aussi beaucoup de neige. Et alors, on a commencé l'entraînement. Des moniteurs sympas, présentation de l'avion, l'inspection, tout ce qu'il faut. On s'embarque, on se brêle, on s'assied, et le moniteur m'a dit, on y va. Donc, il a fait un tour, moi à droite, lui à gauche. C'était donc le premier vol. Je me suis senti très, très bien. Alors, décollage, tour de piste, atterrissage. Il en a refait un autre, et il m'a dit, maintenant, on change. Alors, je me suis mis en place gauche, avec toutes les explications qu'il m'a données, bien assis, je me sentais bien, à l'aise, et hop, c'est parti. 52 pouces, l'impôt, soulever la roulette de nez d'un pied à 100 nœuds, hein, juste pour lui donner l'angle nécessaire au décollage. Alors, les plaies de terre bien réglées, bien sûr, et ça décolle tout seul. On s'est retrouvé là-haut, le tour de piste, l'atterrissage, les instructions qu'il veut donner au fur et à mesure, puissance moteur, régler le trim, régler tout cela. C'était deux côtés, la dérive et puis le trim de profondeur, tout le reste, là. Et puis nous voilà, puis on se pose. Eh bien, il m'a dit, c'est très bien, on avançait au parquet, et puis terminé, c'était mon premier vol. Alors là, j'étais content, croyez-moi, cet avion que j'avais désiré au sol, je l'avais sous mes fesses. C'est pas beau, ça? Voilà. Alors, je vais arrêter là, hein. Le reste, vous le savez tous, hein? Se répéter sur le passé, c'est très mal poli. Je vous en ai dit assez.
C'est-à-dire comment on peut devenir pilote, voyez-vous, sur peut-être un rêve, peut-être quelque chose comme ça, et pourtant vous voyez comment ça peut naître. Voilà, bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Pierre. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai oublié le nom de l'État. Le Kansas. Dodge City, Kansas. Vous avez passé combien de temps aux États-Unis? 17 mois. Avec l'OTU, c'est-à-dire l'entraînement au combat. Ça faisait combien d'heures d'entraînement? Oh là là! Et combien d'heures de vol avant d'aller au Oh combat? là là! Au Canada, avant de partir aux US, alors j'avais mes heures d'école, donc 8 heures aux environs, mais puis en tant que civil, hein, c'était pas grand-chose, en aéroclub. Et puis alors après, j'ai dû faire en une dizaine d'heures, en gros, 25 heures en gros quand je suis parti aux US. Mais quand je suis parti aux US, je n'ai pas dit que j'avais déjà piloté. Vous comprenez? C'est pourquoi dès le départ, ça a tout de suite bien marché. Vous voyez l'astuce? Le nombre d'heures d'entraînement avec les Américains. Pardon? Combien de temps avant d'aller au combat? Les Américains, Nombre d'heures? Les heures aux US avant de... en tout cas, avant d'aller en unité. Oui, alors, entre l'école, la primary, basique, Alsace et sur Maraudeur, ça dépassait les 200 heures. Tout après, l'OTU, c'est-à-dire Operation Training Units, hein, là, une quarantaine encore. On volait bien. Vous arrivez au combat avec 250. Oh oui, 250 heures. Oui, mais on était ferré déjà sur le B-26. On le connaissait bien, parce qu'en plus, il y avait les cours au sol, et on avait les cours au sol mécanique, l'hydraulique, bien sûr, on avait tout ça, l'électricité, bien sûr, la radio, on apprenait le mort qu'il fallait prendre 600 mots minutes pour apprendre les indicatifs sur les... Parce que les États-Unis, c'est très en avance. Ils avaient déjà à cette époque les routes aériennes et les bicodes et les radiophares tout au long. On volait déjà avec ça. Alors vous voyez, c'était sympathique. Alors, on apprenait donc le morse, on apprenait la météo, ça c'est obligatoire, hein, le circuit hydraulique, la météo, enfin tout ce qui correspond à l'avion. Et alors, de la navigation également, mais navigation radio. Donc, avec les radiophares, les beacons, les salises, les balises et tout ça. Voilà, donc on avait une instruction nettement supérieure à ce qu'on apprenait dans les écoles françaises, car on n'avait pas l'infrastructure que possédait déjà à ce moment-là. Nous, on en était, si vous voulez, comment vous dire, on volait à vue encore, c'était tranquille, tandis qu'aux États-Unis, on volait sans visibilité. Alors, on apprenait à voler sous capote, ce qu'on appelait. On vous mettait une glace verte tout le tour à l'intérieur, bien sûr, tout le tour de l'habitacle. Donc, le moniteur voyait ce qui se passait à l'extérieur. Et on avait des lunettes rouges. Alors, ce qui faisait que l'intérieur est noir, mais vous, avec les lunettes rouges, vous voyez juste votre tableau de bord. Et en plus, on faisait beaucoup de ligne trainer. Oui, les ligne trainer à l'époque déjà. Oui, enfin, bien sûr, aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. On avait même un Navy trainer pour les navigateurs. Alors, le pilote en haut de l'avion, le navigateur en bas, et il faisait sa navigation, et hop, en haut, le pilote guidait avec les instructions qu'il recevait de son navigateur. On avait un entraînement déjà d'équipage. Ah, c'était assez poussé. Hein. C'est intéressant. Hein. Très, très, on avait des cours formidables. La météo, alors ça va sans dire. Des cours de météo assez pointus et tout. Des cours de recognition, hein, de reconnaissance. Donc. Avions japonais avec les bateaux, avions allemands avec leurs bateaux aussi. Et il y avait une projection et il fallait noter sur la feuille que nous avions, il y avait une réponse de bonne et deux de faute. Alors, sans à l'encasser. Allez, hop, on cochait. Par exemple, vous voyez, voir si c'était bon. Bon, ça pouvait être un zéro par longtemps, hein? Un zéro. Bon, là, on pouvait rêver, là, parce que le zéro, il avait beaucoup de semblants. Hein? Il y avait l'avion allemand, le Focke-Wulf, hein? Qui ressemblait bien déjà au zéro à ce moment-là, et on pouvait facilement tromper.
Alors, pendant la projection, on s'était fait de telle sorte qu'il fallait bien regarder la photo, par exemple, entre le Lancaster et l'Halifax. Bon, le Lancaster avait le plan fixe arrière en bas, hein, en bas de la queue, là, c'est-à-dire par en dessous, voilà l'avant, par en dessous, et l'Halifax, il était posé en haut, était dessus. Voilà la différence. C'est pas grand-chose, et pourtant ils se ressemblaient. Voilà, c'est un cas. Et puis alors, les forteresses volantes, tout ça, enfin, tout, on avait tout à apprendre et noter sur ta petite feuille. Alors on était noté, évidemment, AB, ABC. Et c'était du sérieux. Ah oui. Vous avez fait combien de missions au total pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, moi, au total, l'émission, si je mets celle d'Indochine, je dois en avoir 83. Et vous Toi, ton avez, Indochine, c'était pas rigolo, hein? Il y a une bien de fou, en particulier, puisque je t'ai fait que ça. Je suis parti entre Noël et le jour de l'an, du Bourget, en convoyant un Dakota jusqu'à Saïgon. Je suis arrivé très tôt à Saïgon, tout à fait début janvier. Et bon, ben là, comme j'étais au transport, ça changeait du bombardement. Mais c'est bien agréable, le transport. Le transport m'a permis, si vous voulez, d'aller faire un tour jusqu'aux Philippines. C'était bien, ça. C'est pas tout le monde, c'est les Philippines. Voilà. J'avais convoyé un avion qui était en bout de potentiel pour en chercher un autre. Et c'est là, à mon retour, que Dien Bien Phu s'est déclenché. Alors, aux Philippines, où j'allais? Eh bien, j'allais chez les Américains. Alors, ils venaient avec le canot major le matin. On les prenait, on allait au PX, enfin, voilà. Tout le truc avec les ricains, on passait la journée avec eux, puis on rentrait le soir. Une petite semaine à Manille, c'était pas désagréable. et à Dien Bien Phu, vous faisiez quoi? Pardon? À Dien Bien Phu, vous avez fait quoi? Ah bien, Dien Bien Phu, c'était que du parachutage. Donc, un jour, mais non, alors là, un jour, on me file l'avion bourré d'essence pour ravitailler justement la base, hein, la base de Dien Bien Phu. Eh bien, croyez-moi, je suis ressorti de la mission complètement jaune, c'est-à-dire asphyxié ou presque. Et tout l'équipage, parce que toutes les vapeurs du cargo revenaient à l'avant. Alors là, pas marrant, ça. Alors des pics de 200 litres, vous vous en doutez. Et ce qu'on faisait beaucoup, ça c'était du posé. Hein. Ce qu'on faisait beaucoup, quand ça commençait justement à craquer, là c'était les parachutages. Alors parachutage de jour, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que les avions en Oria, hein, qui passent toujours à la même altitude et au même endroit sur la zone, hein, sur la DZ, eh bien, vous savez, vous êtes vite repérés. Alors, après, de nuit, on a tout fait, vous savez, pour Dien Bien Phu, pour les sauver. Alors, de nuit, on avait des cache-flammes à l'échappement. Alors, tout feu éteint, réduit les moteurs au maximum et la vitesse de l'avion aussi, c'est-à-dire à la tangente, on était à 110 nœuds, mais 100, oui, entre 100 et 110 nœuds pour le L'Oréal. Et alors, les gars sautaient. Il y avait un chef de stick, évidemment, dans l'avion, pour les faire sauter. Alors, tantôt, ça sautait à peu près bien. Et c'est qu'après, les gars n'en voulaient plus. Quand ils savaient ce qui se passait, ils se faisaient descendre à chaque fois dans la détente. Ils ne voulaient plus sauter. Alors, il m'est arrivé une nuit de faire 2 passages. Et j'avais dit, alors au milieu des traçants, alors que j'avais déjà pris un obus de vin dans le compartiment radio. Il avait juste traversé, heureusement, perforant ses pneus. C'était pas un explosif, on a eu encore de la chance. Alors le chef de stick, il vient et à l'avant, il me dit, on fait un 3e potage. Négatif. Je rentre. Et hop, les gars derrière, je les ai sauvés. On est revenu à Hanoï, on s'est posé. On m'a jamais rien dit. Tellement les autres assistaient là. Ils avaient dedans, hein. Ah oui. Parce il y a déjà un Dakota qui s'était fait descendre, il y en a eu 2 qui se sont fait toucher au sol. Ah oui, donc le commandant de groupe, là, je me rappelle que j'ai retrouvé après à Maison-Blanche, c'était Blanchet. Blanchet est resté prisonnier là-bas, parce qu'en voulant redécoller, quand il a voulu prendre son virage, il y avait une série de barbelés, il n'a pas fait attention, il n'a pas eu des barbelés de protection pour les gars au sol. Il a accroché les barbelés avec la partie arrière du fuselage, et il a été fait prisonnier là. Et alors, il a été fait prisonnier, mais les autres ont tiré dans l'avion, qui bien qu'il a brûlé aussitôt. Bien fou, affreux. Les bombes sur l'Allemagne, ok. Hein, on passait au travers, il y avait la plaque au-dessus.
Et alors, on avait notre casque métallique, on avait le gilet anti-flaque, on avait le parachute ventral au cas où, juste le ventral à accrocher, hein, à côté de nous, on avait tout ça. On était assez bien protégés. Pourquoi le casque métallique? À cause des retombées de la flaque. C'est dur des miel faux. Ça a été, si vous voulez, sur le plan moral, hein, je dis bien, hein, plus dur que sur l'Allemagne, moralement. Tu as demandé sur combien de types d'avions tu as volé. Oh, ben, écoutez, je n'ai pas, compté, moi, je ne sais pas. Les avions légers, des Lucioles, Ario 182, qu'est-ce que j'ai fait après? Les avions américains, donc le Stearman, là, le PT-17, voilà, ça a commencé avec celui-là. Après, c'était comment je l'ai appelé, là, cet après-midi, là? Le BT-13, c'est-à-dire un multi. Alors, le BT-13, c'était un gros T6 avec trafic, ça. Le BT-13, la tennis, avant de passer sur Marauder, parce on passait d'un petit vibrateur sur Marauder directement. Alors, vous parlez de la transition. Alors, à partir du 4e détachement, moi j'étais au 2e. À partir du 4e détachement, ils ont fait du B-25 pour que la transition soit plus facile. Vous voyez, c'est pourquoi il y a eu tant d'accidents avec les maraudeurs au départ, parce que les jeunes étaient surpris, ils en avaient peur. Alors, ceux qui étaient en Floride, ils se foutaient toujours à la mer. Si bien qu'un jour, chez Glenn, ils recevaient des rapports, comme quoi, bon, allez, encore un avion au tapis, enfin, ceci, tout cela. Alors, chez Glenn Martin, ils avaient leur usine à Baltimore, ils ont envoyé leur chef pilote dans les écoles pour faire une démonstration comment on utilisait cet avion au décollage. Parce qu'il avait une particularité au décollage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 52 pouces, à 100 nœuds, soulever la roulette de nez est un pied, tout ça, ça s'évolue avec le haut du tableau de bord et la ligne d'horizon. Vous tous pilotes, vous le savez parfaitement. Donc, vous voyez, c'est un à peu près, mais un à peu près qui se révélait tout à fait juste. Hein. Et l'avion, il prenait sa vitesse et il décollait tout seul. Puis alors après, il rentrait le train et en avant. Alors, il avait tous les noms possibles et imaginables, cet avion. Hein. J'ai un bouquin traduit en français des Américains, tous les noms. Je ne vais pas vous les citer ici, ce ne sont pas les plus beaux. Hein. Il y a une différence quand même. Il ne faisait pas le trottoir, lui. Au transport, c'était donc DC-3, Alors, là, j'ai fait plusieurs types d'avions. du 52. J'ai fait du Goéland, j'ai fait du Glenn 167. Là. J'ai fait parce que j'étais à la liaison pendant un temps à Maison Blanche. Alors, du Goéland, du Simoun, bien Simoun, hein, un petit avion formidable. Et puis, ouf, j'ai fait avec des avions anglais, là, de Lanson. J'ai fait du Dassault 315 en Afrique noire. En Afrique noire, tout neuf, on a vu les chercher à prendre. Parce que les Anxons se déshabillaient en vol. Alors, c'est pas très correct quand même. Il y avait eu plusieurs accidents. Et alors, il y a un équipage qui est resté dans un orage en remontant de Dakar. Alors là, on est venu en France. On est venu chercher des Dassault, des 315, là. Puis après, ça a bien marché, là, pendant un temps. Moi, je suis rentré. Je suis allé au CIET à Toulouse. Alors, le CIET, c'est Centre d'instruction des équipages de transport. Voilà, pour avoir la qualité. Dans le transport, il y a la qualité. Parce que vous êtes pilote, c'est vous qui décidez si vous pouvez décoller ou pas. Alors, je ressors avec ma qualif tranquille. Parce qu'à l'époque, Air France aussi était avec nous, là. Il faut passer les mêmes choses, enfin. Ils devaient leur faire passer des tests après, mais ils venaient avec nous pour les cours et l'instruction en vol. J'étais sérieux, là. Alors, quelques petits détails sur ce qui peut arriver en vol. Enfin, je veux dire, pas le grave, hein, parce que le grave, tout le monde les connaît. Seulement des petites choses. Je faisais la ligne de Saïgon, et avec un lac bien tranquille, on avait fait Tunis, on avait fait El Aden, et on se pose à Nicosie dans l'après-midi chez les Anglais. Bon, et on redécolle à 11 h du soir. Le plan de vol était bien établi pour aller se poser à Batal au Kimata. On décolle sous la pluie bien tranquille. Et puis dans la montée, vous savez, bon, moi mon tableau de bord, température au carbu, impeccable, les tours, rien, pas une vibration que dalle. Les pressions, tout était là. Ça ronronnait, on aurait dit que tout le monde dormait dans l'avion, tellement c'était calme.
trop calme. Quand tout à coup le mécano attrape sa lampe, il regarde et il crie « On givre !» Je pense bien, oui, c'est qu'il y en avait déjà un bon paquet. Alors, injection d'alcool, augmentation des tours d'hélice et la puissance, naturellement, ça va de pair. Les dégivrages de bord d'attaque et tout le reste. Allez, prends le bas de combat dans l'avion. Les grands booms, quand la glace se détache, quand elle se détache des hélices, alors il y a des grands chocs qui se produisent dans le fuselage. Alors on est sûr comme ça qu'après elles sont pas, vous comprenez, parce que la glace est partie, on l'a bien entendu. Et puis on est reparti donc avec notre dégivrage et puis tout et tout. Et puis on s'est retrouvé après en ciel clair. Et une alerte, voyez-vous, imprévisible. C'est là où il faut être toujours sur le qui-vive. Hein. Là, je vous dis, c'était trop silencieux. Hein. On aurait dit dans l'avion que tout le monde dormait. Pas un bruit et le ronronnement des moteurs. Alors que moi, j'avais mon tableau, nickel, aux petits oignons, température, pression et tout le reste. Comme quoi, attention, le givrage, c'est le plus dangereux de ce qui peut arriver en avion. Une autre petite chose, si vous voulez, c'est sans gravité, hein, ce que je vous dis là. Je pars faire une mission secrète avec un ordre 2500. J'étais à Maison-Blanche à l'époque, bien sûr, avec 2 légionnaires et derrière, il y avait un officier et deux paras. Les légionnaires étaient également paras, bien sûr, mais ils étaient accompagnés. Et ces 2 parents en question, on devait les larguer à la frontière de la Libye pour aller voir un peu ce qui se passait. Il faut bien avoir des renseignements, si on n'en arrive à rien. Avant le largage, au moment où ils ont ouvert la porte latérale du cargo, le mécano et le chef de stick, ils ont échappé la porte. La porte du cargo est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aérodynamique, foutu. Filet d'air, il n'y en avait plus. Mon manche, dans le vide. Faut-il faire? Premier réflexe, on pique et on met de la gomme. C'est ce que j'ai fait, tout simplement. D'abord, à souffler les commandes en mettant la gomme, ça envoie quand même du vent. En plus, un piqué à 20 degrés, pas plus, hein, faut pas voir que je suis parti comme ça, loin de là. 20 degrés, hop, les commandes sont revenues, on est rentré, et c'était fini, on n'en parlait plus. Ah oui, vous voyez, comment ça peut arriver? J'ai fait mon rapport, comme il se doit, voilà, ils ont étudié le problème, et ils ont parfaitement compris que c'était ça, ni plus ni moins. Hein. Faut pas se poser de questions, hein, ce sont les réflexes qui jouent, et ils ont l'habitude de l'avion, de ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de réfléchir. En Indochine, ailleurs, sur Dac, après de Charles. Histoire avec gravité. Hein? Il veut une histoire grave. Une histoire grave? Oui, une. Ah, ben je vais entendre. T'es pas sourd? Ouais? Oui, tu voudrais une histoire grave. Avec un avion russe. Quelque chose de grave qui peut arriver. Qui m'est arrivé? Oui. Oui, mais rien d'arrivé de grave, moi. Non. Toujours là. Bah oui.